Paris, au cœur du parc amazonien. Cette mine d'or, elle a été signée par notre gouvernement parce que vraiment, c'est une des mines d'or les plus rentables qu'on a sous la main. 1,4 g d'or par tonne de terre retournée et trempée au ciel. 1,4 g d'or. Juteux, hein. Le maximum, c'est 2 grammes. Il y a quelques filons à 5 grammes, mais 2 grammes au maximum. Dans les cartes des téléphones, vous en prenez une tonne, vous avez 200 grammes d'or. Où est le gisement? Voilà, c'est simple. Et du coup, les membres se sont vraiment fédérés autour de ces idées-là. Nous sommes allés, nous n'avions pas beaucoup de temps pour aller à l'étranger, tout ça, nous n'avons pas vu les consignes automatiques et tout ça, mais on est preneurs de photographies. Nous sommes allés dans les Deux-Sèvres voir les ateliers du bocage. Ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'avec un flux de 3 millions de téléphones, ils avaient créé 140 emplois, dont 30 emplois aidés. Et que leur chaîne est irréprochable. Premièrement, saisie du numéro IMEI, donc on a la traçabilité du téléphone qu'on étudie. Deuxièmement, un algorithme très simple qu'ils ont élaboré, qui permet de savoir si c'est un vieux roux-doudou et on le met tout de suite à la casse, ou si c'est quelque chose qui sera vendable. Si c'est vendable, troisièmement, nettoyage avec un logiciel qui s'appelle Blanco avec deux O, pour vraiment que toutes les données soient retirées. Il faut savoir que beaucoup de gens veulent conserver leur téléphone de peur qu'on ait leur adresse ou des photos personnelles, etc. Ce logiciel est imparable. Ensuite, on remet des nouveaux logiciels un peu plus dynamiques et modernes. On remplace les pièces défectueuses, évidemment la batterie, l'écran, etc. On réemballe et on vend. Deuxième main, marché extraordinaire et irréprochable, pas de retour, sauf que nos 3 opérateurs, SFR, Bouygues, Orange, qui se vantent la main sur le cœur de travailler avec les ateliers du bocage, en creusant bien, on s'est aperçu que Orange a fait plonger sa filiale qui s'appelait Lila et que désormais les téléphones partent en Roumanie. On s'est aperçu que SFR continue à envoyer aux ateliers du bocage et à en faire la promotion de leurs liens solidaires et d'entreprises éthiques SFR. Ils en envoient 1%, je crois, 1 ou 1,5%. Et que Bouygues, qui avait pendant notre enquête sur son portable Bouygues lié à l'économie sociale et solidaire, eh bien, n'envoyait plus aucun portable. Ça a été un des effets de la mission de leur faire le bras de fer pour qu'ils retirent ça de leur publicité mensongère. Ah ben parce que c'est beaucoup moins cher de procéder comme ils le font. On reprend les téléphones, encore qu'ils n'en font pas la publicité, mais il y a quand même des gens qui rendent les téléphones chez eux. En dessous de 400 mètres carrés de magasin, ils ne sont pas obligés de reprendre les téléphones si la personne n'en achète pas. Mais bon, ils reprennent quand même les téléphones. Ils mettent tout dans des bagues. Ces bagues mélangent les téléphones réparables et les déchets. Et puis on met une grosse étiquette réparable. On vend ça à des brokers dans des enchères descendantes. Et ça part en Roumanie, dans le meilleur des cas intra-européens. Sauf qu'on en retrouve plein au Ghana ou aux Philippines, etc. On ne sait pas par où ils sont passés. Rapport d'Interpol, il n'y a que 35% des D3E qui passent dans les filières réglementaires et légales. 35% seulement. Le reste file, on ne sait pas où c'est. Alors, est-ce qu'on peut créer des emplois de réparation avec ça? Ben, oui, 3 millions de téléphones, 140 emplois, dont 30 aidés. Le flux des téléphones vendus en France, c'est 24 millions. Donc il y a de la ressource, il y a du flux permanent. Est-ce qu'il y a du stock? 100 millions de téléphones dans les tiroirs des Français. Donc pour démarrer la filière, on peut y aller, hein. Il y a du stock à liquider. Et puis, est-ce qu'à la fin, in fine, on peut récupérer des métaux? Nous avons suivi les déchets ultimes des ateliers du bocage. Ils partaient autrefois au Havre, dans une petite fonderie, et maintenant ils partent à Anvers. À Anvers, dans une grande entreprise qui s'appelle Umicore. Umicore, c'est le petit cousin de Metal Europe, mais en propre, avec des camions qui tournent, qui rincent sans arrêt, etc. Et Umicore ne rentre plus
1 kg de minerai primaire. C'était des forgerons, quoi. Ils ne rentrent désormais que du minerai secondaire, des plaques de construction de circuits électriques, etc., des ordinateurs usés, tout ce genre de matériel, et des téléphones. Ils sont pas spécialisés dans les téléphones, ils les prennent en vrac. Vous visitez l'usine et vous terminez comment? Vous terminez dans une espèce de forteresse où on vous fouille à l'entrée et à la sortie avec des grosses portes en métal, et où pour la première fois de ma vie, j'ai soulevé un lingot de 25 kg d'or et un bocal avec du lithium et ceci et cela, parce qu'effectivement, ils sont d'une grande efficacité. Ils sont en train d'agrandir leur usine d'un tiers de la surface dans la perspective du recyclage des batteries au lithium, vu la prolifération des voitures électriques à venir et du manque de lithium à venir. Voilà, c'est rapide. Oui, parce qu'après on va rentrer dans les détails, parce qu'il y a plein de choses passionnantes. On va voir vos 27 propositions, mais peut-être qu'avant, Jean-Pierre Parisi, vous allez peut-être réagir. Parce que Jean-Pierre, vous allez régulièrement nous donner le point de vue évidemment de l'industriel et du recyclage, et du réemploi aussi. Oui. Mais bon, ça on va rentrer peut-être dans les détails. Oui, juste rajouter trois chiffres qui me paraissent importants. Donc effectivement, on sait qu'à peu près, il y a 7 milliards de téléphones qui sont mis sur le marché chaque année à peu près, dans le monde. 7 milliards de téléphones ou à minimum. 7 milliards de téléphones, il faut 1800 tonnes d'argent, il faut 170 tonnes d'or, et il faut 70 tonnes de palladium pour les fabriquer. Rien que pour l'or, je pense que cette quantité d'or représente à peu près un marché de plus de 6 milliards. Rien que ça. Donc on voit qu'on est quand même dans des chiffres qui sont extraordinairement élevés. Donc on est dans des marchés qui sont très importants. Et on peut comprendre effectivement que les ingénieurs de chez Apple puissent se faire du souci sur la problématique de l'approvisionnement en tantal. C'est sûrement vrai. Maintenant, peut-être que chez Apple, ils faisaient quelques petits efforts pour améliorer la recyclabilité. Ils auront moins de soucis à se faire aussi également. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des problèmes liés aux batteries. Des batteries, on parle de téléphone. Le téléphone, souvent, c'est une partie électronique, un écran, une partie électronique, puis une batterie. La batterie pose également d'énormes problèmes. En termes de recyclabilité, il faut savoir que ces derniers temps, les plus gros accidents qu'il y a eu dans le recyclage des téléphones portables, mobiles, ont été liés au feu déclenché par des batteries de téléphone. Donc, Pascal Larochelle qui est ici, il y a eu donc, un site à Saint-Paul-de-Maxence détruit totalement, une chaîne totalement détruite donc, à cause d'une batterie qui a pris feu. Donc on s'aperçoit qu'on est quand même sur des problématiques également importantes. Le risque donc n'est pas négligeable dans le recyclage des téléphones. C'est l'autre point que je voulais soulever. Et puis, une remarque générale. Nous avons été reçus, donc je crois que c'était le 21 juillet, par la commission du Sénat, avec qui nous avons échangé. C'était pas l'interrogatoire, c'était un échange vraiment, pendant une bonne heure. Et j'avoue que j'ai été extrêmement étonné, et j'ai beaucoup apprécié le fait que dans le rapport que j'ai reçu, je trouve in extenso des phrases reprises de notre discussion. Donc je vous en remercie vraiment parce que ça prouve que nous n'avons pas dit de bêtises déjà d'une part, et puis que nous avons été entendus sur les problèmes qui ont été soulevés. Donc voilà ce que je voulais dire simplement dans l'introduction. Merci beaucoup. Tout de suite on va démarrer donc, vos propositions, en fait les 27 propositions, on va les mettre d'ailleurs sur l'écran, comme ça vous pourrez les voir. On peut les agrandir ou pas? Non, c'est peut-être compliqué, parce que je ne sais pas si vous les voyez. Peut-être trop mieux. En fait, donc elles sont 27, elles sont regroupées en 4 gros thèmes. Donc le premier, on arrive tout de suite sur la responsabilisation des fabricants de téléphones portables, parce que c'est quand même ce qu'on tout de suite. Alors vous avez raison, tout le monde est fautif. Nous aussi, on est bien contents de changer de portable tout le temps. Mais donc là, vous avez plusieurs propositions d'améliorer l'information du consommateur, mener encore des travaux complémentaires sur la toxicité, justement des matières dont vous parliez tout à l'heure. Alors est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ces 6 propositions en fait, qui sont sur ce thème-là? Le consommateur a beaucoup de pouvoir quand il a la chance d'y voir clair. Voilà, d'être informé. Pour qu'il y voit clair, il faut qu'il soit mieux informé sur ce qu'il y a dans les téléphones, car les compositions ne sont pas équivalentes d'un téléphone à l'autre, et qu'il soit aussi informé sur la disponibilité des pièces de rechange, et qu'il soit aussi informé sur le retour ultime, enfin les possibilités de retour ultime. C'était l'idée d'être plus clair sur les emballages.
l'idée aussi d'être plus clair dans les lieux, les boutiques de vente des opérateurs, afin que soient affichés les lieux de déchetterie, les lieux de récupération solidaire ou toute autre forme. Sur la toxicité et l'écotoxicité des matières présentes, c'est pas facile parce qu'il y a une compacité, c'est-à-dire qu'en aucun cas, aussi dangereux soit un métal, enfermé dans un petit condensateur dans la coque, il n'est pas dangereux pour la personne qui se sert du téléphone. Oui, donc il faut envisager son devenir malencontreux s'il finissait dans un incinérateur ou dans la mare au Ghana, ou si, ce qui arrive malheureusement très souvent au Ghana ou dans d'autres pays reculés, les gamins les brûlent pour essayer de récupérer des choses. Les gens ont le droit de savoir ce qu'il y a là-dedans, y compris de savoir, pour des métaux comme le tantal, quel dommage cela provoque pour les droits humains à l'autre bout du monde. Donc cette information, c'est aussi un facteur de choix. Si nous avons mis ça, c'est parce qu'il y a une entreprise aux Pays-Bas qui est dans une démarche vertueuse. Ça s'appelle la construction du Fairphone. C'est simplement avoir un téléphone démontable. Il a été au début élaboré à partir de participants, de crowdfunding. Maintenant, on peut en commander, mais c'est très lent. Et peu à peu, ils essayent de remplacer les métaux les plus coupables ou les plus toxiques et de fournir tous les kits de réparabilité des téléphones. Donc voilà, nous attendons le 13 et 14 mars au niveau européen un vote des directives, on appelle les 4 paquets de l'économie circulaire, qui vont s'imposer aux États, et les États vont devoir se mettre en ordre avec moins de mise en décharge. Donc le débat porte sur les pourcentages ou des choses comme ça. Le débat porte sur les durées de garantie minimum, le débat porte sur l'obsolescence, la disponibilité des pièces de rechange. La Commission de Bruxelles est beaucoup moins exigeante que le Parlement. Un bras de fer s'engage pour le 13 et 14. Quant à nous, on souhaitait profiter d'une loi sur la responsabilité des entreprises qui en navette. Malheureusement, le Sénat, la majorité, a fait une motion de renvoi, ça veut dire c'est nul, on ne veut pas en discuter. Donc c'est reparti à l'Assemblée, c'est sans doute la version de l'Assemblée qui sera votée. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays où il y a une législation qui est déjà un petit peu en avance et sur lequel on pourrait prendre un peu modèle par rapport au téléphone portable et aux matériaux? Il n'y a pas de modèle, il y a simplement des choix. Par exemple, en Angleterre, je crois que la durée de garantie est de 5 ans. Alors pourquoi nous, on se contente de 2 ans? Puisque vous savez que la durée de garantie, elle est quand même associée à des obligations de réparabilité, de reprise, de possibilité de disposer de pièces d'occasion. Voilà un modeste exemple qui nous a permis de dire à nos collègues au Sénat, ce n'est pas contre les entreprises de passer de 2 ans à 4 ans le niveau de garantie, puisqu'au sein même de l'Europe, des gens qui sont très libéraux comme les Anglais, bah eux, c'est ça. Je crois que c'est important parce que ça débouche automatiquement sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui n'est pas uniquement un point d'échappement au niveau des téléphones, puisqu'on le retrouve dans tout ce qui est électroménager en général. Moi, je me souviens d'une anecdote, je crois que je l'avais citée d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui fait de la réparation de téléviseurs. Vous lui dites le nom de votre téléviseur et il vous dit quelle est la panne et il va vous chercher le petit composant qui coûte quelques centimes. Il le change, il améliore le ventilateur et puis votre téléviseur qui soi-disant ne marchait plus est reparti pour 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un grave problème à ce niveau-là. Ce problème d'obsolescence programmée est un problème important. Effectivement, si on met en place un système dans lequel la durée de garantie augmente, je crois que ça ira dans le bon sens, c'est un point important. Il y a encore d'autres propositions pour la lutte contre l'obsolescence programmée. Tout à fait, tout à fait. Non, mais je crois que c'est quand même un point extrêmement important, effectivement. Nous, en tant qu'opérateurs de traitement, de collecte de traitement, effectivement, on est moins concernés par cette partie-là, mais on a subi quand même les conséquences, puisque dans nos activités, parmi ceux qui peuvent être susceptibles de faire du réemploi, ces problématiques-là sont négativement impactantes, c'est vrai. Ne pas pouvoir démonter un téléphone parce que il est conçu de telle façon qu'on ne puisse pas le démonter, coller à la batterie pour ne pas pouvoir le démonter, c'est pas acceptable, c'est vraiment pas acceptable, c'est évident.
Ça continue ça? Parce qu'on n'avait pas beaucoup été, mais ça Oui, continue. ça continue encore, bien sûr. Parce que par contre, sur Internet, maintenant, on trouve toutes les méthodes pour enlever les batteries, non? À condition d'avoir les outils adaptés, il faut fabriquer des outils spéciaux pour intervenir, c'est quand même très compliqué. Ça n'existe Alors, pas. sur une marque comme Apple, les gens, c'est difficile à démonter un smartphone, mais les petits tutoriels des petits génies permettaient de donner des conseils. Alors Apple a changé ses vis, et ce sont des vis qui ont des têtes qui ne fonctionnent pas avec nos tournevis à nous. Alors les petits génies, avec les imprimantes 3D, ont fabriqué des petits tournevis adaptés aux têtes des vis des Apple. Et ils les ont vendus 8 € je crois, et donc on pouvait désormais réparer son téléphone. Alors Apple s'est fâché, il a collé ses batteries, ce qui est absolument interdit, au fond du carter de l'iPhone, et on ne pouvait plus enlever les batteries, donc le téléphone mourait par la batterie. Alors les petits génies ont inventé quelque chose, il suffit de mettre, je ne sais plus, un petit carré de 4 cm sur 4 cm de Paxel humain, de brancher le fer à repasser, de mettre une manique entre deux, de chauffer 5 minutes. Sans Et mettre le à feu. ce moment-là, on arrive à tirer la batterie parce que la colle a un petit peu fondu. Et alors, Apple a fait un carter avec 2 replis qui ne permettent plus d'extraire la batterie, même si on arrive à la décoller. Et quand j'ai dit non, c'est vrai que les conseils existent, mais la course va dans le mauvais sens parce que Apple rigidifie sa non-réparabilité, mais les autres sont en train de copier sur Apple les mauvaises pratiques. Or, en France, si on a une éco-participation de 1 centime par téléphone, si on a un mauvais comportement comme Apple qui colle les batteries ou qui met des vis inutilisables, alors on est vraiment puni. Au lieu de 1 centime, on doit payer 2 centimes. Donc ça les fait beaucoup rire, bien sûr. Et en plus, on ne peut rien faire là-dessus. Au niveau, Que faire, européen, si on peut avoir, on a un marché suffisant pour avoir des exigences. Si, quand même. C'est pas avec la Mais au niveau d'un comme ça que ça va se faire. Hein. Mais on n'est pas parti pour ça. Oui. Sans oublier que le fait de quand même, je pourrais simplement rappeler que le téléphone, c'est pas un objet inanimé. Il a une batterie, qui est un élément extrêmement dangereux, dont le fait de devoir mettre en place des outils un petit peu bizarres et pour pouvoir démonter tout ça, peut apporter un risque extrêmement important à la personne qui manipule. Une batterie, on a déjà vu des vidéos de téléphones qui explosent et ainsi de suite, c'est pas neutre. Donc c'est extrêmement important de faire attention à ce type de problème. Donc tout ce qui est, non seulement, en plus tout ce qui peut être fait pour améliorer la démontabilité, en plus c'est un élément positif par rapport à ceux qui vont démonter ces appareils avec du recyclage ou du réemploi. Et d'où la dernière proposition par rapport à la lutte contre l'obsolescence, c'est peut-être d'avoir des modèles de non-propriété, mais de téléphones en location, de cartes SIM-only qui permettent le marché de seconde main, etc. Mais évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux fabricants qui préfèrent toujours vendre du neuf, le dernier modèle et tout ça. Oui, puis ça ne doit pas plaire aux consommateurs, parce que bon, c'est le doudou des temps modernes quand même, le téléphone. Donc chacun veut le sien. L'idée d'avoir un téléphone loué... Ça monte. Ça monte? Ça monte. Vous pensez que ça commence à évoluer, ça? Il y avait aussi l'idée d'une lourde consigne qu'on a soumis aux personnes qu'on a auditionnées, et beaucoup de gens auditionnés ont fait les gros yeux, parce qu'une lourde consigne, ça accumule des sommes conséquentes, et à chaque fois que dans notre République on a accumulé auprès de certains acteurs des sommes conséquentes, elles ont été utilisées pour autre chose, et voilà. Et ils nous ont dit que c'était peut-être pas la meilleure chose. Alors on va continuer justement sur la lutte contre l'obsolescence programmée, parce que vous n'en avez pas parlé, il y a encore 3 autres propositions, hein, la 7, la 8 et la 9. Mais si la durée de garantie de passer 2 ans à 4 ans, oui, si vous les avez données, et puis renforcer en effet les exigences du décret sur la durée de disponibilité des pièces détachées, parce que ça c'est quand même le problème aussi. L'accessibilité et le fait de pouvoir les utiliser, parce que si on a des pièces détachées mais si on ne peut pas les remplacer, c'est pas très utile. Parce que le marché de la réparation, il est quand même pas, il a du mal, hein. Entre les pièces détachées qu'on ne trouve pas, il y a très peu d'offres, je trouve. On en parle beaucoup de ce marché, mais il n'y a pas encore... on a l'impression que ça piétine, non? Moi je trouve que c'est un marché qui croît comme assez régulièrement. Le problème c'est que maintenant vous avez des gens comme Darty, la Fnac ou autres qui vous vendent des téléphones recyclés, enfin plutôt rénovés. Donc on s'aperçoit que les
grandes marques de distribution ont pris en compte cette problématique-là et elles arrivent à vendre des téléphones donc, qui vont se vendre entre 20 et 40 ou 50 ou 70% même moins cher qu'un téléphone neuf. Et on s'aperçoit qu'il y a toute une frange de la population qui effectivement commence à aller vers ce type d'équipement. En plus, il suffit d'aller sur Internet et il y a plusieurs sites qui sont des sites qui actuellement vous fournissent des téléphones d'occasion à des prix extrêmement intéressants par rapport au neuf. Quand on voit un petit peu les prix des équipements neufs, je pense qu'effectivement c'est un marché qui peut prendre beaucoup d'ampleur très rapidement. Alors, pour ça, évidemment, il faut pouvoir collecter et trier. Donc ça, là, on arrive aussi encore à un autre énorme dossier. Donc là, il y a plein de propositions. Là-dessus, sur le marché de la réparation, vous voyez peut-être apparaître aussi dans les galeries commerciales des grands hypermarchés des petits stands centraux avec des petits magasins de réparation. Après, le rapport, à chaque fois que j'en vois, je m'arrête et je leur dis qu'est-ce que vous faites, tout ça. Et la question ultime, c'est qu'est-ce que vous faites de celui qui vraiment est irrécupérable, ne fonctionne plus. Et j'ai sidéré de plusieurs réponses qui m'ont été faites. C'est oh, ça, c'est pas un souci, il y a toujours quelqu'un qui vient chercher la boîte. C'est une marchandise convoitée. Et on ne sait pas du tout quel est le marché derrière. Alors, c'est ça quoi, va. D'accord. Alors, donc, pour développer la collecte et le tri, ce qui est évidemment la base et qui est extrêmement important, est-ce que vous pouvez nous commenter vos propositions qui sont là très nombreuses? Elles sont une dizaine. Bon, on a évoqué tout à l'heure cette obligation 1 pour 1 de reprise, Oui. qui n'est déjà pas respectée sur les ventes sur Internet, les ventes de neuf sur Internet, les commandes dans les magasins officiels. Ils oublient de dire que la reprise est encore possible. Le 0 pour 1, si la surface fait plus de 400 mètres carrés, donc on voudrait faire sauter ce seuil, parce que le 0 pour 1 est toujours quelque chose de bien. Il faut quand même savoir que les gens n'ont pas conscience de la nécessité de rendre ces téléphones parce qu'ils ont vraiment un espoir de s'en servir un jour. Ils ne réalisent pas qu'ils n'ont plus la connectique ou que la batterie n'est plus rechargeable ou bien qu'il est tellement obsolète leur machin qu'ils ne vont plus s'en servir. Mais au-delà de l'attachement affectif, il y a la conviction que ça va servir à la cousine, au beau-frère ou des choses comme ça. Donc il manque quand même une grande campagne de publicité sur le sujet. J'avoue que les membres de la commission ont été assez déconcertés par le ramassage dans les déchetteries qui se fait avec les D3E, c'est-à-dire qu'ils mélangent le sèche-cheveux et le téléphone. Il ne nous est pas apparu qu'il y a la même richesse en minéraux, etc. Ça nous a un petit peu déconcertés. Diversifier les modalités de collecte, on nous a dit que les téléphones que l'on dépose comme des ampoules ou des piles dans les bacs séparatifs des galeries, des hypermarchés, on retrouve toujours ces bacs vides. Ils sont pillés, donc il faudrait un système qui ne permette pas de glisser la main. Certains nous ont dit aussi qu'ils étaient mal conçus au niveau de la hauteur et que le lâchage d'un iPhone encore en bon état contribue à faire un iPhone sans écran valide à la fin, quoi, parce qu'il casse. Donc voilà, il faudrait quand même des bacs un petit peu plus adaptés à l'avenir de ces choses-là. Voilà. Je pense que si les gens savaient que ça peut créer des emplois et ça empêcher l'ordre de partir à l'autre bout du monde, ils seraient peut-être un peu plus motivés. Voilà, je parlais de gestes commerciaux aussi. Il pourrait y avoir des gestes commerciaux. C'est l'histoire des consignes, mais il faut bien doser, quoi. Mais ça existe déjà dans une économie légale, mais quand même informelle. Si vous allez sur Internet, vous avez plein d'offres. Ou si vous allez autour de la gare de Lyon, c'est pareil. Il y a plein de petites boutiques très performantes en la matière. Voilà. Je crois que c'est quand même le point, ce qui nous concerne nous, c'est le point le plus important. C'est un point extrêmement important, puisqu'effectivement, si on ne collecte pas, on ne traite pas et on ne valorise pas. Donc je crois que c'est un point important, mais c'est vrai que le système actuel n'est pas efficace. C'est euphémisme, est loin d'être efficace même. Effectivement, mettre des téléphones portables dans du PAM, des appareils à mélange, avec des friteuses, avec un fer à repasser ou une brosse à dents électrique, c'est pas la meilleure façon de valoriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que c'est une voie
qu'il ne faut pas privilégier loin de là. Pour moi, les apports en déchetterie ne sont pas des voies privilégiées, ou alors il faudrait mettre un bac à part, effectivement, encore une fois, avec le bac qu'on met en grande surface, le mettre peut-être dans une déchetterie. Pourquoi pas? C'est peut-être une possibilité. Et à ce moment-là, il faudrait le sécuriser parce que, comme dans les grandes surfaces, c'est des bacs qui se retrouveraient très rapidement vides parce qu'ils seraient payés régulièrement. C'est un point important. Le second point qui est important, c'est que le smartphone, le téléphone portable, a comment dire, il se positionne dans les déchets électriques mais de façon un peu particulière. Tout appareil électronique qui est abandonné par son détenteur devient un déchet d'équipement électrique électronique. Or, un téléphone, quand il est abandonné par son détenteur, reste un équipement électrique électronique. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas la loi de façon normale. Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où il est abandonné, ce téléphone, à partir du moment où il est acheté, j'achète mon téléphone, je l'abandonne, je ne m'en sers plus, je vais le déposer même chez un opérateur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un D3E? Si je prends une machine à laver, si je la ramène chez Darty, c'est un D3E. Pourquoi est-ce que le téléphone n'est pas un D3E? Si le téléphone est devenu un D3E, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être Christian, on parlera tout à l'heure, à ce moment-là, je pense que ça pourrait peut-être faciliter certaines choses. C'est un point important pour nous, mais c'est vrai que si, à partir du moment où on a plus de 25 millions de téléphones portables qui sont mis sur le marché en France, si on en collecte 2 ou 3 millions, c'est négligeable, c'est ridicule. Donc il faut véritablement faire un gros effort là-dessus. Puis il y a également un point important aussi, et ça on l'avait soulevé lors de la commission, dans les grandes entreprises, la flotte de téléphonie n'est pas gérée par les services informatiques. Les services informatiques, souvent, gèrent essentiellement tous ceux qui sont serveurs, voilà, ainsi de suite, et ils le gèrent donc, globalement, ça se fait d'une façon relativement facile et aisée. C'est des produits qui sont parfaitement connus. Les téléphones portables sont souvent gérés par les services généraux, ce qui veut dire que ces gens-là, quand ils ont décidé qu'il fallait changer la flotte de téléphones, eh bien, ils font appel souvent à des enchères, ils mettent ça sur Internet, on fait des enchères inversées, ce qui veut dire que souvent ces produits-là se retrouvent revendus par lot à des sociétés, des brokers notamment, qui rachètent ça relativement cher et qui, par là même, le rachetant relativement cher, ont intérêt à essayer de les valoriser au mieux. Et c'est souvent des produits que l'on ne retrouve pas après dans le circuit de recyclage classique. Donc on voit qu'on a des voies à explorer, qui sont des voies effectivement de la collecte classique au prix des particuliers, mais également tous ceux qui sont entreprises dans lesquelles le problème n'est pas réglé. On voit que c'est moins simple qu'on pourrait le croire. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout parce qu'à partir du moment où on est sur un produit qui a une valeur économique intéressante, un chiffre relativement simple, où on pense en gros qu'un téléphone, Pascal, tu me diras le contraire, c'est pas ça, en gros c'est entre 5 et 10 euros le kilo, téléphone sans batterie. Voilà, donc globalement on est sur des produits à valeur positive. Autant effectivement mettre en place un système qui permette à collecter le maximum. Oui. Marie-Christine Blandin, vous voulez réagir? La médiatisation de la présence d'or, d'argent et de la valeur intrinsèque n'a pas été forcément un facteur de restitution des appareils. Est-ce que ça interpelle le particulier ou les acteurs sur le partage de la valeur? Ce qui était gênant et à jeter devient objet de convoitise à un moment donné et une envie de vendre. Les propositions sur le réemploi et les filières ont été beaucoup éclairées par les alertes que nous avons reçues sur la part de 65% qui part hors des filières légales et surveillées, ce qui est quand même gigantesque, et sur des terminaux hantés par la mafia. Les manifestations de Bucarest en Roumanie ne sont pas directement liées à notre rapport sur les téléphones portables, rassurez-vous, mais elles sont pour partie liées, pour un tiers, à la corruption due au traitement des déchets, à la grande décharge de Gdynia, à côté de Bucarest, dont la gestion est assurée par un monsieur qui a des liens étroits avec les frères Pilleri, qui sont sous le coup de l'investigation du procureur de Naples, procureur anti-mafia. Donc s'occuper d'un détail comme ça, bien remettre au clair en transparence, normaliser la filière, permettre à tous les acteurs de gagner leur juste vie
avec une traçabilité du devenir, c'est aussi travailler pour notre démocratie. Oui, mais manifestement, il y a du boulot. Hein. C'est pas... Alors, on va, comme vous avez parlé du réemploi, on a un petit peu déjà vu le troisième, enfin le quatrième point. Et alors, le dernier, qui est